Bonjour à tous, il nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre étude portant sur les pays de l'ASEAN face au conflit sino-américain dans le cadre de la séance La guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Nous sommes l'équipe 1 composée de Maxime Boucheroy, Maxime Filliot, Marianique Leclerc-Nolan et moi-même, Mégane Morizzato, candidat à la maîtrise. Au cours de la présentation aujourd'hui, nous commencerons par une rapide mise en contexte de l'unité de l'Association de l'Asie du Sud-Est, ainsi que des différents conflits existants entre la Chine et les États-Unis par rapport à cette association. Par la suite, nous détaillerons les relations qui lient l'ASEAN de la Chine ainsi que de l'ASEAN des États-Unis, pour finalement vous présenter les scénarios envisageables de l'association face à ces conflits et les perspectives à venir. Pour être en mesure d'effectuer une analyse éclairée sur le comportement des pays de l'ASEAN face au conflit sino-américain, il faut tout d'abord faire un petit retour en arrière pour comprendre les fondements identitaires de cette coopération ainsi que les épisodes historiques majeurs qui ont eu un impact sur cette identité. Fondée en 1967 dans un contexte de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, l'ASEAN est alors composée de 5 membres seulement. Ceux-ci sont la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, l'Indonésie et les Philippines. Le climat bipolaire qui se ressent alors partout sur le globe est une des raisons derrière la signature de la déclaration de l'ASEAN. En effet, l'association est vue comme un moyen de se prémunir contre la division que pourrait provoquer le conflit des deux grandes puissances, spécifiquement en ce qui a trait à l'Asie du Sud-Est. Cette initiative de coopération régionale s'inscrit aussi dans une tendance de formation d'entités multilatérales que l'on voit apparaître après la Deuxième Guerre mondiale. À l'avant-garde de cette tendance se trouve bien sûr l'ONU, mais plusieurs autres organisations à caractère multilatéral voient aussi le jour, dont la Communauté économique européenne, qui est l'ancêtre de l'Union européenne, ou encore l'OCDE. Même si l'activité principale de l'association durant ces premières années ne se limite essentiellement qu'à un rassemblement annuel entre chacun des ministres des Affaires étrangères de leur État respectif, des principes forts font l'objet d'un consensus toujours renforcé entre les membres. À l'image du traité de Westphalie, conclu en Europe un peu plus de 300 ans plus tôt, la non-agression et la non-ingérence entre les membres est capitale dans l'entente des pays de l'association. Un des principes qu'on retient, c'est la mise en place de la ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. On dresse également une liste de considérations communes dont font partie la prospérité économique, l'entraide dans plusieurs secteurs ou encore la promotion des études portant sur la région. L'ASEAN est placée devant un défi singulier à partir de 1978, alors que le Vietnam envahit le régime des Khmers rouges du Cambodge. Ce long conflit aux multiples ramifications occupe grandement les pays de l'ASEAN, parfois en tant qu'entité étatique, parfois en tant qu'association. En 1981, à l'occasion de la Conférence internationale sur le Kampuchéa, l'ASEAN fait valoir ses principes relevant de la ZOPFAN en condamnant fermement l'invasion. Cette apparente unité de front cache cependant certains désaccords au sein des membres de l'association. En effet, l'Indonésie voyait au départ d'un mauvais œil cette condamnation, elle qui souhaitait voir le Vietnam se rapprocher du cercle ASEAN sur le moyen terme. La Thaïlande, dont la souveraineté est dorénavant directement menacée par cette invasion de son pays voisin, plaide quant à elle pour cette condamnation féroce à la conférence. L'Indonésie décide finalement de se ranger du côté thaïlandais pour donner un meilleur poids à la condamnation et ainsi placer les intérêts communs de l'association devant son désir de rapprochement avec le Vietnam. Le conflit relié à l'invasion perdurera jusqu'à la fin des années 1980 et entremêlera au passage bon nombre d'intérêts des grandes puissances. Le Vietnam, par son affront au régime des Khmers rouges, s'attire en effet les foudres de la Chine, mais aussi les grâces de l'Union soviétique. Les Américains font quant à eux front commun avec les pays de l'ASEAN sur la question du Cambodge, puisqu'ils sont surtout concernés par l'endiguement du communisme dans la région. Bref, malgré une unité constante des 5 membres, qui deviennent d'ailleurs 6 en 1984, l'association voit sa région perturbée précisément parce qu'elle souhaitait éviter une division de la région et un entremêlement d'intérêts extérieurs. Cette situation l'empêche en grande partie de poursuivre des intérêts qui ne concernent pas la stabilité de la région, comme la prospérité économique par exemple. En quelques années seulement, l'environnement international dans lequel évolue l'ASEAN change spectaculairement. Non seulement la guerre froide se conclut avec l'effondrement de l'URSS, mais le conflit au Cambodge est éventuellement réglé par une intervention active de l'ONU en 1992-93. C'est véritablement le début de l'âge d'or du multilatéralisme. Pour l'ASEAN, qui souhaite ardemment établir une relation de coopération dans la région de l'Asie du Sud-Est,
Les années 1990 représentent une opportunité sans précédent. Les rangs de l'association accueillent ainsi 4 nouveaux États entre 1995 et 1999, parmi lesquels figurent le Vietnam et le Cambodge, mais aussi le Myanmar et le Laos. En parallèle avec cette expansion, une zone de libre-échange est mise en place parmi les pays de l'ASEAN. Les économies nationales réagissent fortement positivement à ces tendances. En effet, entre 1990 et 2019, la croissance économique moyenne des pays de l'ASEAN s'établit à 5,5% annuellement. Malgré un tel succès et une telle transformation, l'ASEAN demeure fidèle à ses principes. En effet, la non-ingérence et la non-intervention est encore très importante dans les relations à l'intérieur de l'association. Mais en considérant l'hétérogénéité des membres en ce qui a trait aux situations économiques ou aux systèmes politiques respectifs, il est d'autant plus important qu'un tel principe persiste au sein de l'association si l'on aspire à des relations amicales. Cette situation optimale pour chaque État s'explique bien sous la lunette théorique libérale des relations internationales, qui suppose que les bénéfices de la coopération interétatique surpassent la somme des avantages que pourrait avoir chaque pays s'il choisissait de ne pas coopérer. Pourtant, partout sur le globe, des indices divers laissent planer une métamorphose de l'environnement international. Le multilatéralisme, élevé en sauveur au sortir du plus grand conflit de l'histoire de l'humanité, montre soudain des signes de fléchissement. De l'OMC à l'UE, en passant par l'OMS, les grands bastions de la coopération internationale traversent tous des crises qui mettent en péril le dialogue entre les nations du monde. Instrumentalisé par certains, dénoncé par d'autres, le multilatéralisme reste défendu par plusieurs. L'ASEAN, en tant que manifestation régionale d'une coopération interétatique, ne semble pas échapper aux difficultés globales que rencontre le multilatéralisme. Elle est elle aussi confrontée aux secousses des conflits entre la Chine et les États-Unis, dont le choc des puissances est en partie responsable de cette crise soudaine. La prochaine partie de la présentation aborde plus en profondeur les dynamiques des confrontations sino-américaines qui sculptent le nouvel environnement international dans lequel l'ASEAN doit encore se positionner. Il faut d'abord comprendre que les conflits sino-américains accumulent les tensions depuis quelques années maintenant et que Trump n'est pas le premier. En effet, il justifie son approche et celle de son administration comme étant une correction des faibles tentatives de ses prédécesseurs à contrôler la Chine. À la surface, la guerre commerciale est un moyen de pression américain afin d'exiger des changements dans de nombreuses politiques économiques et commerciales de la Chine. Cependant, elle est un outil plus grand dans la quête de grands objectifs. Elle vise à développer une stratégie de compétition internationale contre la Chine. Une stratégie de la sorte est poursuivie dans une logique à somme nulle et elle cherche à établir un gain sur un autre État par la poursuite de ses intérêts nationaux. En effet, la guerre commerciale coordonne avec la transition économique de la Chine vers des industries à forte valeur ajoutée de haute technologie largement dominées par les pays occidentaux. La nouvelle ère technologique a créé un environnement de compétition féroce où plusieurs grandes promesses se présentent aux premiers capables de les maîtriser. C'est dans la poursuite de ces promesses que la guerre commerciale a commencé et les États-Unis veulent saisir ces avantages avant la Chine. La maîtrise des mégadonnées, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle amène des externalités d'importance comme la capacité de générer d'énormes économies d'échelle et d'assurer une domination militaire sur ses rivaux. On assiste aujourd'hui à la course de deux grandes puissances économiques qui souhaitent saisir ces avantages l'un sur l'autre et les États-Unis sont prêts à bouleverser l'ensemble du système d'échanges internationaux pour y parvenir. Quelle est la place de l'ASEAN dans tout ça? L'association, par ses relations importantes avec les États-Unis et la Chine, est au plein centre des conflits sino-américains. On vient à se demander si une éventuelle prise de position de l'ASEAN dans ces conflits pourrait remettre en question le slogan One Vision, One Identity, One Community adopté par l'association et quels seraient les impacts d'un positionnement. Afin de bien évaluer toute position possible pour l'ASEAN, alignement avec la Chine, alignement avec les États-Unis, un non-alignement ou une séparation de l'association, il faut d'abord comprendre les relations compliquées de l'ASEAN avec la Chine et les États-Unis pour ainsi donner un portrait des impacts potentiels d'un alignement avec une ou l'autre des puissances. Cependant, avant de plonger dans l'exploration de ces relations, les impacts des conflits sino-américains sur la région seront évalués en premier afin de démontrer les influences qu'ont eues les conflits sur l'ASEAN jusqu'à maintenant. Les deux puissances
États-Unis et la Chine, et leur économie respective sont très importantes pour l'ASEAN. Cependant, la nature des échanges de la région est différente avec ces deux puissances et un simple regard sur la balance commerciale de l'ASEAN peut indiquer plusieurs choses. Premièrement, les États-Unis sont une destination d'importance pour les exportations de l'ASEAN, tandis que le déficit commercial de l'association avec la Chine dévoile que l'ASEAN est très dépendante des importations chinoises sur son territoire. En considérant également les échanges États-Unis-Chine et les effets indirects que la guerre commerciale cause sur le système international, le trade pattern triangulaire qui s'est développé dans la région est maintenant bouleversé. Le renforcement des liens commerciaux et l'intensification des chaînes de production internationales d'aujourd'hui permettent la propagation des chocs mondiaux. L'impact des chocs internationaux est transmis indirectement à la production intérieure de pays non visés dans le conflit, affectant le commerce des biens intermédiaires nécessaires pour la fabrication complète d'un produit. Et l'ASEAN n'est pas exclu de cette réalité. Depuis la fin de la crise financière asiatique, l'économie américaine et chinoise sont les facteurs ayant les plus d'impact sur les économies membres de l'ASEAN. Plus précisément, l'économie américaine est le facteur déterminant. Cependant, il perd en influence au détriment de la Chine depuis 2008. Malgré l'intégration de l'ASEAN dans ces deux économies puissantes, que sa performance économique est plus influencée par des facteurs externes qu'internes, quelques opportunités sont présentes. Le détournement du commerce que la guerre commerciale a créé favorise les pays de l'ASEAN. Les États-Unis, en décourageant les importations chinoises sur son territoire, devront diversifier la provenance de leurs importations. Par la position importante que la région occupe dans l'économie américaine, les chances sont qu'elle augmente sa quantité d'échanges avec les États-Unis et que les firmes américaines augmentent leur investissement. À court terme, le point positif de l'ASEAN est la relocalisation des intérêts et des investissements américains dans sa région. Bien que l'ASEAN devienne un marché prometteur pour les Américains, les activités économiques de la région pourraient dans leur ensemble diminuer à cause de la Chine. Le géant asiatique importe une grande quantité de produits intermédiaires de l'ASEAN pour ensuite les inclure dans des produits finaux dédiés à l'exportation vers les pays de l'Ouest. Par l'intégration avancée des chaînes de production de la région avec la Chine, une diminution des exportations chinoises engendrerait une diminution des exportations de l'ASEAN dans certains secteurs précis. En 2016, 12,4% des exportations totales de l'association étaient en direction de la Chine et de ce 12,4%, 30% étaient des produits intermédiaires que la Chine utilisait pour compléter des produits destinés à l'exportation. Donc, certains secteurs seraient très affectés par une diminution des exportations de la Chine. La diversité des pays de l'association est une bonne alternative pour le marché américain et les compagnies américaines pour des produits finaux, intermédiaires, matières premières ou pour une main-d'œuvre peu dispendieuse. Toutefois, la proximité de la Chine et le désir de la Chine et de l'ASEAN à développer leurs relations économiques fait en sorte que le géant asiatique va toujours rester un partenaire de la plus haute importance pour l'ASEAN. Le désir de développer de telles relations entre l'ASEAN et la Chine sera effectivement exploré plus loin dans la présentation. Une autre dimension des conflits sino-américains est les domaines de la sécurité internationale et l'ASEAN se trouve malheureusement ou heureusement encore au premier rang. Le conflit de la mer de Chine méridionale date aujourd'hui de plusieurs décennies. Pour faire rapidement, la Chine réclame depuis les années 1950 la souveraineté sur deux groupes d'îles dans cette mer et les eaux les entourant. L'ASEAN, comme organisation, a commencé à s'impliquer dans le conflit en 1992. L'organisation a entrepris plusieurs démarches pour résoudre le conflit, ou du moins pour tenter de ne pas faire escalader les tensions, mais l'incapacité de l'ASEAN à régler ce problème avec la Chine est souvent reliée à son incapacité d'agir en unité. En effet, le conflit implique directement que 4 des 10 membres de l'ASEAN, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et le Brunei. Donc, en plus de se défendre contre la Chine, l'organisation doit aussi se battre contre les différences entre ses membres.
Bon exemple de cette situation est survenu le 15 juin 2016 lorsque l'organisation s'est vue forcée de retirer une déclaration puisque ses membres avaient échoué à atteindre un consensus. En plus de manquer de cohésion en tant que groupe, aucun membre de l'ASEAN n'est capable de s'opposer seul de façon sérieuse à la Chine. Ceci explique pourquoi que l'association a accueilli les États-Unis dans le conflit. En effet, les Américains viennent restaurer la balance du pouvoir en faveur de l'ASEAN. Pour les États-Unis, la dispute entre la Chine et l'ASEAN est claire. La Chine abuse de sa puissance sur ces petits pays pour s'emparer des ressources dans les eaux contestées. Aujourd'hui, l'ASEAN est confronté à un dilemme risquant de définir son futur. Chaque côté du conflit sino-américain, la Chine ou les États-Unis, représente d'énormes opportunités et risques. L'organisation a désormais la lourde tâche d'évaluer ses options face à ce conflit international afin de faire le bon choix si ce choix se présente à elle un jour. Je cède donc maintenant la parole à Megan qui donnera un portrait détaillé des relations ASEAN-Chine. Rentrons maintenant dans les relations qui relient l'ASEAN et la Chine. Tout d'abord, il faut savoir que l'Asie du Sud-Est est représentée comme l'un des nœuds géographiques de l'Asie, et surtout comme un pivot stratégique entre le monde chinois, indien et l'Asie-Pacifique. En effet, la Chine et l'Asie du Sud-Est partagent des milliers de kilomètres de frontières maritimes et terrestres, ce qui ouvre entre eux de nombreuses perspectives commerciales et stratégiques. D'ailleurs, les pays membres de l'ASEAN détiennent les détroits les plus stratégiques, comme nous pouvons le voir sur la deuxième figure. Effectivement, la mer de Chine méridionale est commandée par ces 7 détroits, dont celui du Malacca qui est l'un des plus puissants au monde. Et ils permettent la jonction entre l'Asie et l'Océanie, mais également entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Notons également qu'en 2019, ce sont 80% des approvisionnements chinois qui transitaient par ces détroits. Maintenant, nous pouvons nous demander quelles sont les relations entretenues par chacune des parties. Du côté de l'ASEAN, nous remarquons que depuis 2010, la Chine représente le premier partenaire commercial de l'ASEAN avec des échanges atteignant 500 milliards de dollars en 2017 et plus de 580 milliards de dollars en 2018. De plus, les investissements directs à l'étranger provenant de la Chine et à destination de l'ASEAN s'élèvent à 10,2 milliards de dollars en 2018, ce qui représente approximativement 6,6% du total des IDE de l'ASEAN. Or, il est important de souligner que l'Union européenne, le Japon et les États-Unis continuent d'être les chefs de file dans la fourniture de sources d'IDE pour l'ASEAN. Alors que du côté de la Chine, celle-ci a cherché à se rapprocher de l'ASEAN en implantant ses 4 principes, soit la coopération sud-sud, une stratégie tournée vers l'extérieur, une politique de bon voisinage et un nouveau concept de sécurité, dans l'objectif de favoriser son développement économique et ainsi d'augmenter son poids dans les relations internationales. C'est l'occasion alors pour la deuxième puissance mondiale d'implanter sa fameuse politique de soft power. Par ailleurs, depuis 2002, ces pays asiatiques travaillent de pair pour établir une zone franche ASEAN-Chine, connue sous le nom d'accord cadre de coopération économique globale entre l'ASEAN et la Chine, ou encore ACFA. En plus de travailler sur d'autres partenariats locaux comme le partenariat économique global régional. C'est également en 2004 que la Chine et les membres de l'ASEAN ont décidé de collaborer et de créer ensemble l'exposition Chine-ASEAN. Il s'agit d'une plateforme importante pour promouvoir le commerce et les relations entre ces pays. Depuis la création de cette exposition, le stock d'investissement mutuel a été multiplié par 22. Un autre projet de taille intéressant pour l'ASEAN tout en nécessitant l'acceptabilité sociale pour être mis sur pied, il s'agit notamment une ceinture, une route ou encore plus communément connu sous le nom de la route de la soie. Il s'agit d'un projet d'infrastructure chinois qui a pour objectif d'améliorer et de faciliter les échanges commerciaux ainsi que le transport des marchandises chinoises à travers les différents marchés étrangers. La Chine investit massivement dans la construction d'infrastructures routières, maritimes et ferroviaires. Comme on peut le voir sur la carte, la ceinture représente le trajet reliant Pékin à Londres par la mer, traversant ainsi l'océan Indien et la mer Méditerranée, et passant par la terre pour le retour, donc l'Europe et l'Asie centrale. Le projet concerne 65 pays, soit 60% de la population mondiale ou encore un tiers du PIB de la planète. Mais alors,
Face à ces différentes opportunités, on remarque qu'il y a quand même des conflits. Lorsque la Chine a décidé d'utiliser ces îles artificielles situées proches de la base maritime au Vietnam, les membres de l'ASEAN ont ressenti une menace provenant de la Chine qui prend une position agressive dans les conflits maritimes. D'ailleurs, plusieurs États revendiquent en totalité ou partiellement différentes îles et archipels situés dans cette mer. L'ASEAN et la Chine ont d'ailleurs négocié ensemble un code de conduite afin d'améliorer leurs relations quant à ces conflits. D'ailleurs, les États-Unis, l'Inde et le Japon sont également mêlés à ces conflits. En effet, les États-Unis, qui sous la présidence de Barack Obama ont réorienté leur stratégie économique et militaire envers l'Asie, ont profité pour renouveler un traité d'amitié avec les Philippines et ils ont d'ailleurs établi également un traité de coopération avec le Vietnam. À cet égard, l'accès au détroit de Malacca s'avère un enjeu décisif. Mais alors, que pense l'ASEAN face à ce conflit? Est-ce que l'ASEAN serait prêt à se lier officiellement avec son voisin chinois? Dans cette situation, les avis sont partagés. D'un côté, l'ASEAN perçoit la Chine comme un partenaire d'affaires, mais de l'autre comme une menace tangible pour la stabilité de la région. En effet, malgré les excellentes relations commerciales que les partis ont entre eux, la Chine reste le plus important pays communiste et profite de sa force militaire et économique pour contraindre ses voisins. D'ailleurs, un expert membre de l'ASEAN a d'ailleurs mentionné « L'influence économique de la Chine est profondément ressentie, mais pas très bien accueillie dans la région. » We start from a simple premise. America's future is linked to the future of the Asia-Pacific region, and the future of this region depends on America. The United States has a strong interest in continuing its tradition of economic and strategic leadership, and Asia has a strong interest in the United States remaining a dynamic economic partner and a stabilizing military influence. Les propos d'Hillary Clinton que vous venez d'entendre sont à prendre avec un certain jugement critique, surtout la première partie où elle parle de cette supposée dépendance des pays asiatiques aux États-Unis pour assurer le futur de leur région. Cette idée soulèverait probablement l'opposition de certains dirigeants de l'ASEAN. Cependant, tout n'est pas à rejeter de son discours et force est de constater que ces propos qu'elle tenait déjà en 2010 dépeignent bien comment Washington entrevoyait son rôle en Asie globalement, mais surtout en Asie du Sud-Est pour les années à venir. On y voit aussi qu'ils avaient une haute estime de leur rôle dans cette région. Principalement, l'autre apport de sa citation est qu'elle identifie bien les intérêts des États-Unis en Asie du Sud-Est. Ils sont principalement économiques et stratégiques, et ce sont là les fondements de la relation entre les Américains et les pays de l'ASEAN. Plus précisément, c'est cette volonté des Américains de s'impliquer dans la région qui crée des liens entre les deux entités, puisqu'ils ne profitent pas de la proximité géographique et culturelle dont profite la relation Chine-ASEAN. En ce qui a trait aux liens économiques qui les unissent, les États-Unis et les pays de l'ASEAN dans leur ensemble n'ont jamais signé d'accord de libre-échange, dû au retrait des États-Unis des négociations du PTPGP. Cependant, plusieurs cadres stratégiques économiques viennent encadrer et favoriser leurs échanges commerciaux. Ces cadres ont notamment pour but de favoriser la formation et l'échange de la main-d'œuvre, permettre l'innovation et bien sûr, permettre l'harmonisation des règles commerciales des deux partenaires. L'intérêt des Américains pour le marché de l'ASEAN n'est pas étranger au fait que ces pays combinés sont un marché prometteur, avec une population jeune, nombreuse et bien sûr, un PIB combiné de 3 000 milliards de dollars. Ce potentiel a fait en sorte qu'historiquement, les pays de l'ASEAN ont occupé une grande part du marché américain relativement au poids qu'ils avaient dans l'économie mondiale. Comme le mentionnait un auteur, they punched above their weight sur le marché américain. De façon inverse, du côté des pays de l'ASEAN, les États-Unis sont un partenaire commercial relativement important, le quatrième en importance. Ils sont un marché d'exportation principalement pour la machinerie et les vêtements. De cette façon, les échanges commerciaux de part et d'autre entre les États-Unis et les pays de l'ASEAN ont totalisé 303 milliards de dollars en 2017. Il est intéressant ici
de mettre l'accent sur le fait que les pays de l'ASEAN exportent principalement des produits similaires à ceux que les Chinois envoient sur les marchés américains. Il serait donc un bon marché alternatif pour la déviation des importations américaines. En matière d'investissement étranger, les États-Unis ont déjà été une source importante d'IDE pour les pays de l'ASEAN. La part d'IDE que les Américains apportaient dans cette zone avait toutefois diminué dans les dernières années. Cependant, force est de constater qu'il semble y avoir un regain pour faire des affaires dans la région sud-asiatique. En 2017, les États-Unis sont devenus la principale source externe d'IDE dans les 10 nations de l'Asie du Sud-Est qui sont membres de l'ASEAN. En somme, les États-Unis et les pays de l'ASEAN sont et ont été depuis longtemps des partenaires commerciaux relativement importants, sans être les plus importants. Le second domaine de collaboration entre les États-Unis et les pays de l'ASEAN est la question de la défense régionale en Asie. En effet, les deux entités collaborent et dialoguent sur le sujet au sein de plusieurs forums dirigés par l'ASEAN, tels que le East Asia Summit et la rencontre des ministres de la Défense de l'ASEAN+. De plus, les États-Unis entretiennent des exercices militaires, notamment et surtout en matière de sécurité maritime, ainsi que des échanges d'officiers avec certains pays de l'ASEAN. En fait, les interventions dans la région Indo-Pacifique de part et d'autre se basent sur les mêmes principes de maintenir la liberté et l'ouverture économique dans la région. Ils souhaitent aussi tous deux assurer le respect de la souveraineté de toutes les nations qui se trouvent dans cette région et faire primer le respect des principes de transparence, de bonne gouvernance, mais surtout, ils souhaitent préserver la liberté de navigation et de passage aérien dans la région. Ils pourraient donc être de bons alliés stratégiques, si ce n'était pas de la question de la centralité de l'ASEAN. En effet, les membres de l'ASEAN peinent à endosser la stratégie pour une région Indo-Pacifique libre et ouverte de l'administration Trump parce que cela reviendrait à partager le pouvoir décisionnel des actions à entreprendre dans la région avec les États-Unis et ses alliés. Principalement, ce serait le Quad, c'est-à-dire l'Australie, l'Inde, le Japon et les États-Unis qui prendraient les décisions idéalement avec, mais peut-être pour l'ASEAN. Alors, l'Indonésie surtout, mais aussi les autres pays de l'ASEAN dans une moindre mesure, aimeraient que l'ASEAN conserve sa centralité en matière de défense régionale et que les décisions en la matière soient issues de l'ASEAN et de ses forums de discussion. Une autre raison pour laquelle les pays de l'ASEAN sont réticents à endosser la stratégie pour une région Indo-Pacifique libre et ouverte de l'administration Trump est que les documents qui présente cette stratégie identifie clairement, et je cite, « la République populaire de Chine et ses pratiques de répression sur la scène domestique et à l'étranger », fin de la citation, comme un défi que les États-Unis et ses alliés doivent surmonter sur la scène internationale. D'ailleurs, Trump a tenu de tels propos à d'autres occasions, notamment dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis de 2017, que vous voyez à l'écran. Donc, appuyer la position américaine signifie par le fait même s'opposer automatiquement et ouvertement à la Chine, ce qui rend plusieurs dirigeants asiatiques inconfortables. D'autant plus qu'ils n'ont aucune assurance que les États-Unis seront à leur côté en cas de confrontation avec la Chine. En renversant tous les efforts de l'administration Obama en Asie du Sud-Est pour renforcer les liens de son pays avec les pays de l'ASEAN, l'administration Trump a en effet donné un coup dur à la confiance des dirigeants, mais aussi à celle des habitants d'Asie du Sud-Est envers Washington. Ils doutent maintenant de la fiabilité des États-Unis comme alliés, comme le montrent les résultats de l'enquête de l'Institut Yousuf Ishaq que vous voyez à droite de la diapositive. La faible implication personnelle de Trump aux rencontres des hauts placés de l'ASEAN, le retrait des négociations du PTPGP, la menace de sanctions commerciales pour les pays ayant des déficits commerciaux avec les États-Unis, en l'occurrence tous les pays de l'ASEAN, ne sont que quelques exemples de facteurs ayant contribué à cette méfiance. Malgré tout n'est pas joué. Certains indicateurs récents, tels que celui du Lowy Institute, présenté à la prochaine diapositive, qui a été publié au mois d'octobre, montrent que les États-Unis continuent de profiter d'une grande influence en Asie.
Nous venons de comprendre que les conflits sino-américains ont des répercussions importantes et certainement inévitables sur les pays de l'Asie du Sud-Est. Malgré les valeurs d'unité et de neutralité que possède l'ASEAN, il se peut que l'association doive prendre position. C'est pourquoi nous allons détailler quels sont les scénarios possibles pour l'ASEAN dans cette situation. À travers la recherche, nous pourrions définir 4 scénarios envisageables. Un rapprochement avec la Chine, un rapprochement avec les États-Unis, une stratégie de non-alignement ou encore une séparation de l'unicité de l'ASEAN. Dans le premier scénario, l'ASEAN déciderait de s'allier avec la Chine, ce qui se justifie très bien puisqu'il existe actuellement un accord de libre-échange entre les deux parties, que la Chine est le premier partenaire commercial de l'ASEAN et qu'il y a de nombreux projets d'infrastructure et de développement originaires de la Chine et pour l'Asie du Sud-Est. Cependant, il est à noter qu'un tel choix aurait d'importantes conséquences comme une rupture économique éventuelle ou encore le retrait du soutien sécuritaire des États-Unis. S'allier aux États-Unis pourrait s'avérer un choix judicieux en matière de défense régionale, puisque les pays de l'ASEAN gagneraient un allié qui partage ses intérêts pour la région en matière de défense. Cependant, en s'alliant ainsi avec l'armée américaine, les pays de l'ASEAN devront accepter de délaisser leur centralité dans la hiérarchie décisionnelle en matière de sécurité régionale, à moins qu'ils ne continuent de marteler l'importance d'utiliser les forums de discussion de l'ASEAN pour régler les problèmes de sécurité régionale, comme ils l'ont fait récemment dans la stratégie cadre 2021-2030 qui pave la voie des relations entre les États-Unis et l'ASEAN. Au niveau économique, se rapprocher des Américains signifierait probablement de perdre des liens commerciaux avec la Chine. Les pays de l'ASEAN maintiendraient cependant des liens économiques avec les États-Unis. Quoiqu'il s'agisse d'un partenaire commercial de moindre importance, soulignons que s'allier avec les États-Unis signifie aussi de maintenir des relations avec les alliés des Américains, notamment les membres du Quad. D'ailleurs, le Japon, membre de cette coalition, est l'un des principaux partenaires commerciaux et la seconde source d'IDE dans les pays de l'ASEAN. Tout ne serait donc pas perdu. Cela dit, un facteur à prendre en compte dans cette décision est: est-ce que les États-Unis seront un allié fiable devant la Chine? Les pays de l'ASEAN peuvent-ils vraiment compter sur les Américains pour venir les appuyer dans leurs efforts contre la Chine, ou vont-ils les laisser à leur sort, comme ils ont rompu leurs promesses par le passé? Le maintien du statu quo et une stratégie de non-alignement a déjà fonctionné par le passé. Il faut se rappeler que l'ASEAN est née durant la guerre froide dans le but de ne pas s'aligner avec l'URSS ou les États-Unis. Mais maintenant, quels seraient les conflits de non-alignement dans les conflits sino-américains que plusieurs identifient comme étant une guerre froide 2.0? Eh bien, pour l'instant, l'ASEAN est considérée comme une gagnante de la déviation de commerce créée par la guerre commerciale. Un non-alignement ferait en sorte que l'ASEAN pourrait continuer de profiter de ses relations économiques avec la Chine et les États-Unis. Elle pourrait également continuer de profiter de l'équilibre de puissance que les États-Unis apportent dans le conflit de la mer de Chine. Cependant, avec un non-alignement, l'ASEAN ne pourra pas se libérer des menaces de la Chine dans ses eaux. En gardant une position neutre, la région s'expose aussi à la possibilité d'être la prochaine victime des États-Unis dans leur quête de réduire leur déficit commercial avec de nombreux pays. Le choix de non-alignement met aussi beaucoup de pression sur le problème d'unicité de l'association. Il serait donc important de s'assurer que le non-alignement de l'organisation ne soit pas contesté par les ajustements de ses membres à un niveau individuel. Et également, le maintien du statu quo permettrait un rapprochement et une coopération des puissances moyennes de cette région du globe, l'ASEAN, le Japon, l'Australie et l'Inde par exemple, afin de donner plus de pouvoir à l'ASEAN tout en comblant potentiellement les désavantages d'une détérioration de ses relations avec les États-Unis et la Chine à cause d'un non-alignement. Ce qui est selon moi une piste importante et très intéressante à explorer pour le futur de l'océan. Maintenant, un dernier scénario reste à explorer, celui d'une rupture de l'association. Le quatrième et dernier scénario envisageable consiste en la séparation de l'unité de l'ASEAN. Trop contradictoire dans le nouveau contexte bipolaire, les intérêts étatiques propres à chaque membre pousseraient graduellement les États dans des directions opposées, mettant en péril la survie de l'association.
Un tel scénario rendrait le fameux slogan One Vision, One Identity, One Community absolument désuet. Non seulement le forum stratégique de discussion que constitue l'ASEAN perdrait une énorme partie de son importance, mais les principes défendus par ce forum, comme la ZOPFAN par exemple, seraient aussi en péril. Cette perte d'unité serait probablement vue d'un bon œil par la Chine, qui pourrait alors augmenter son pouvoir de négociation bilatérale avec chaque pays de l'Asie du Sud-Est et qui aurait par le fait même une plus grande latitude en mer de Chine, par exemple. Également, la zone de libre-échange mise en place par l'ASEAN pourrait éventuellement devenir un terrain propice à l'articulation de la guerre commerciale sino-américaine. Le scénario aurait peut-être aussi quelques côtés positifs pour les pays de l'ASEAN, puisqu'ils pourraient dorénavant poursuivre leurs intérêts plus directement, sans devoir faire de compromis, comme ça avait été le cas pour l'Indonésie durant le conflit au Cambodge. Mais si l'ASEAN avait résisté à la division que commandait le contexte bipolaire durant la guerre froide, sera-t-elle capable de le faire à nouveau? Notre analyse des différentes opportunités et contraintes qui se posent devant les pays de l'ASEAN dans les différents scénarios nous a permis de mettre en lumière que les pays de l'ASEAN se retrouvent aux premières loges des oppositions sino-américaines, d'une part par leur proximité géographique et leur lien économique très fort avec la Chine, ainsi que par leurs relations militaires et économiques fortes avec les États-Unis. Ils sont à la fois dans la meilleure et la pire position pour assister à ce moment d'histoire. Or, nous avons vu aussi que la capacité des pays de l'ASEAN de tirer bénéfice de cette confrontation hégémonique dépendra ultimement de l'attitude adoptée par ses membres. Nous avons déterminé qu'aussi longtemps qu'elle pourra maintenir sa position traditionnelle d'équidistance entre les deux puissances, l'ASEAN pourra tirer parti de ce conflit sans contrepartie. Elle pourra ainsi profiter à la fois du détournement de commerce américain, d'un allié stratégique l'aidant à faire un contrepoids aux assertions de Pékin, et des relations économiques et de l'aide au développement chinois. Cependant, si les tensions venaient à s'intensifier entre la Chine et les États-Unis et que cela imposait aux nations d'Asie du Sud-Est de choisir un camp, les pays de cette région se retrouveraient dans 3 scénarios qui nécessitent de faire des concessions. Soit ils choisiraient leur premier partenaire économique en importance, en l'occurrence la Chine, et perdraient au passage leurs liens stratégiques et économiques avec les États-Unis et leurs alliés du Quad, ou soit ils font l'inverse et perdent au passage une part de leur centralité sur les questions de sécurité régionale. Finalement, il existe aussi un scénario catastrophe que Maxime a présenté, qui reprend les éléments vus plus tôt, où, vu les liens ténus qui unissent les pays de l'ASEAN et leurs difficultés historiques à obtenir un consensus sur différentes questions, la prise de position sur les conflits sino-américains soit la décision qui sonne le glas de leur aspiration à One Vision, One Identity and One Community. Et dans ce scénario, chaque membre de l'ASEAN prendrait leur décision ou choisirait un camp de façon fragmentaire. Heureusement, pour l'instant, le statu quo peut être maintenu et les pays de l'ASEAN peuvent continuer d'adopter leur stratégie traditionnelle de l'Asian Way en ménageant leurs relations avec les États-Unis et la Chine. Cependant, cette approche pourra subsister qu'aussi longtemps que les conflits sino-américains restent au niveau actuel et que les tensions entre les deux pays ne dégénèrent pas. Mais la question est, jusqu'à quand? La moindre action, le moindre événement international pourrait faire basculer ce statu quo. Nous vous remercions grandement de l'attention portée à notre présentation et nous vous souhaitons une bonne fin de session.